Aujourd'hui, on est le 20 octobre, c'est la semaine 7 de notre cours de neurodiagnostic avancé. On va regarder les manifestations électrophysiologiques sur nos conductions nerveuses du syndrome de Guillain-Barré, maladie de Lyme et polyradiculonévrite de la diphtérie et aussi vascularite. Vous avez ici les références, c'est dans Fournier, page 563-569, vous les avez ici là sur la diapositive. Ce que vous devez savoir, on va commencer par le syndrome de Guillain-Barré. Alors, le Guillain-Barré, c'est la forme la plus fréquente de polyradiculonévrite démyélinisante. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, poly, plusieurs, qui se manifestent sur plusieurs nerfs ou à plusieurs places. On va dire qu'il est multifocal. C'est multifocal. D'accord? Ensuite, radiculo, les racines. Donc, ça débute à la racine du nerf. Puis, ça va apparaître près de la racine dans un premier temps. Mais on ne peut pas vraiment stimuler près de la racine. Alors, on ne le verra pas sur notre conduction nerveuse. La façon de le voir, c'est en utilisant, je vais vous mettre une petite note ici, les ondes F. Avec les ondes F, qui envoient, on vérifie notre conduction proximale. D'accord? Névrite, qui veut dire inflammation des nerfs, donc les axones sont atteintes. Il va y avoir des modifications des amplitudes des réponses. Puis des myélinisantes qui affectent la myéline. Donc, on va avoir des ralentissements de vitesse de conduction et de latence. Dans l'étude de conduction nerveuse, la nature des anomalies dépend du moment où est effectué l'examen. Okay? En début de phase, et puis en milieu de phase et en dernier. Alors, il y a 3 phases cliniques. Et puis, un nerf atteint, mais quelques jours, 10 à 14 jours, là, j'ai écrit ici à se désintégrer là, par choix de meilleurs mots. C'est ce qu'on appelle la dégénérescence valérienne. Vous avez vu ça en biologie, quand le nerf est affecté, la myéline commence à se détruire, puis là, ça se détruit. Puis après ça, le nerf repousse dans l'axone, va repousser, là, c'est-à-dire dans le nerf. À la phase initiale de la maladie, là, le patient se présente à l'hôpital parce qu'il y a des faiblesses, puis il se demande qu'est-ce qui se passe. Vous avez probablement vu dans votre cours de patho, le Guillain-Barré, c'est quand même c'est commun dans le sens que c'est la radiculopathie la plus commune. Puis ça va arriver, on les rencontre souvent à la suite d'une maladie respiratoire virale ou bien une grippe, ce qui vient d'un virus. On a même aussi dit que ça pouvait survenir à la suite d'injections de vaccins contre la grippe. C'est une hypothèse, c'est parce qu'on s'est rendu compte que, bon, certains patients, disons, il y a eu comme un lien. Mais là, ça ne veut pas dire qu'un vaccin de grippe donne le Guillain-Barré. C'est une autre affaire. Puis, vous pouvez regarder dans votre cours de pathologie, vous avez les renseignements. Puis aussi, dans le photocopie de Fournier, là, il y a quelques pages, 5-6 pages. C'est intéressant. Ils expliquent un peu d'où ce que ça vient. Donc, la phase initiale de la maladie. Le patient, il a des faiblesses, il se présente à l'hôpital. Parce que là, il ne comprend pas ce qui se passe. Au début de la maladie, l'étude de conduction nerveuse peut être normale, car l'atteinte débute au niveau de la région proximale, près de la colonne vertébrale. Il y a aussi que le nerf, il prend quelques jours avant de se détériorer. J'aurais pas désintégré, je pourrais dire désintériorer. Détériorer, ça serait un petit peu plus... Okay. Donc, dans un premier temps, au début, on constate un allongement de latence des ondes F et même absence des ondes F, surtout aux membres inférieurs, ou une onde F qui ne persiste pas.
OK, on fait long def, il y en a quelques-unes, ça persiste pas. Le plus souvent, c'est prolongement et absence. C'est que dans la raison pour l'absence de long def, la vitesse de conduction de long def, des ondes def est tellement ralentie que l'onde apparaît pas sur l'écran. Tu sais, même si on le met à 10 millisecondes par division, si on fait un membre inférieur, on part de la cheville, on envoie l'onde F, ça s'en va jusqu'à L2, puis ça redescend. On la verra pas sur l'écran. Puis on peut aussi avoir un allongement ou absence du réflexe H. Donc ça, c'est dans la phase de début. La phase d'installation, 10 à 15 jours. J'expliquais tantôt, là, la dégénérescence valérienne s'est installée. La démyélinisation segmentaire est responsable de l'apparition. Là, on va voir ce qu'on voit sur notre conduction. Dans le Guillain-Barré, on a des démyélinisations segmentaires. Des segments qui se démyélinisent. Démyélinise, c'est ça. On devrait avoir des blocs de conduction multifocaux. Il y en a plusieurs foyers. On va les avoir au point de compression habituel. Et puis, en dehors des points de compression habituels. Avec les amplitudes, là, il va y avoir des différences d'amplitude de 20% entre les segments. D'accord? J'aime mieux l'écrire comme ça. Puis vous allez avoir des dispersions temporelles. Je vous ai fait des petits dessins ici de la dispersion temporelle. Ce qui arrive avec le Guillain-Barré, polyradiculo-névrite. OK, on a un signal ici normal. OK, d'apparence, on voit la morphologie, c'est normal. Ici, c'est une dispersion temporelle. Alors, on a la dispersion du signal sur le temps. Puis, ce qu'on voit comme ça, là, c'est la myéline. OK, là, on a les axones qui fonctionnent. Donc, on a notre amplitude. Il manque des axones parce que l'amplitude est plus basse. Hein? Et puis, on a une dispersion dans le temps. Puis, le signal a l'air de ça. Puis, dans les cas bien graves, là, le signal peut avoir l'air de ça ici. C'est tout petit, des amplitudes très petites. D'accord? Il y a des exemples sur le tracé, sur le PowerPoint. On va voir des vrais exemples. Okay. En région proximale, on va avoir baisse d'amplitude ou abolition des réflexes H et des ondes F. Donc, là, la maladie est installée. En distal, donc les régions distales, on va avoir des baisses d'amplitude, ouais, on va enlever le crayon, là. On va avoir des baisses d'amplitude des ondes motrices. Okay, je vais mettre ça comme ça. Puis, une vitesse de conduction motrice, souvent normale, à part des blocs de conduction. Temporel, j'ai mis 2L, puis il l'a pas pris. Voilà. Bon, ok, je vais reprendre ça ici, là. Elle avait écrit des vitesses de conduction motrices souvent normales, là. Non, les vitesses de conduction motrice sont anormales. OK? On a parce que c'est multifocal. Donc, dans la phase d'installation, les vitesses de conduction motrice sont anormales. Il peut en avoir quelques-unes, là, mais sont anormales, c'est lent. Et puis, les vitesses de conduction sensitives sont souvent normales. Souvent, hein? Donc, il peut y en avoir, mais ça ne veut pas dire que elles sont toutes normales. On peut avoir aussi des anormales. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Bon, j'ai repris son tableau ici, là. OK, en phase d'installation, donc 10 à 15 jours après que ça a commencé. Fait que démyélinisation segmentaire, ça va être responsable de l'apparition de blocs de conduction multifocaux, donc au point de compression habituel, puis en dehors des points de compression habituels. On a aussi de la dispersion temporelle.
Donc, la dispersion temporelle, là, je vous l'ai montré tantôt, j'avais fait un petit dessin, là. Des amplitudes diminuées des ondes motrices distales et proximales. Abolition des réflexages des ondes F, puis, ou des amplitudes de ceux-ci, là, hein, c'est souvent l'abolition, là, de ceux-ci, je vais l'écrire comme ça. C'est souvent l'abolition de ces ondes-là. Des latences distales prolongées, des vitesses de conduction motrice lentes, et puis, parfois, en début de maladie, les vitesses de conduction sensitives sont souvent normales, en début de maladie. Puis après ça, ben, ça va décliner. Puis le sural, il reste souvent normal, mais disons que prenez ce qui est écrit là, ça va être déjà suffisant pour vous autres. OK, donc ici, on a un exemple d'un Guillain-Barré à 7 jours. OK, puis on va regarder ça. Syndrome de Guillain-Barré à 7 jours. Bloc de conduction uniformément distribué le long des nerfs droit et gauche, hein, A et B. On a, ils ont fait un enregistrement sur les dB, le recueil c'est sur les dB. On a ici cheville en dessous de la tête du péroné, puis au creux poplité. Cheville sous la tête du péroné, et puis au creux poplité. En A, c'est à droite. Je vais amener ma souris de l'autre bord, là. Alors, l'amplitude distale sur stimulation à la cheville, on a 4,6 millivolts. Et puis, on perd 43% de l'amplitude ici sous la tête du péroné par rapport à la cheville. Et puis ici, on perd 67% de l'amplitude par rapport à la stimulation à la cheville. Donc, l'amplitude du signal commence à être affectée en région proximale, parce que le nerf commence à se détériorer à la racine. D'accord? Puis on voit là, l'amplitude descend, descend, descend. OK, c'est des blocs de conduction. Puis on a ici sur le gauche, on part à 1,9 millivolts. Puis on descend ici, là, on perd 50%. Puis ici, on en perd encore un peu, on perd un autre 10%. Notre échelle est de 2 millivolts, donc vous voyez que c'est tout petit, là. Donc ça, c'est un Guillain-Barré à 7 jours. J'ai un autre ici, exemple d'un Guillain-Barré à 2 mois. Donc, c'est installé à 2 mois. Nerf médian, A. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici? À 2 mois. A, nerf médian. Donc, la latence, regardez, c'est 10 millisecondes là, par carré. Et puis ici, ils ont stimulé au poignet. La latence distale est de 21,7 millisecondes. Donc, ce patient-là, c'est pas très bon. Disons que probablement qu'il est encore sous traitement. Mais c'est des choses, des ondes comme ça que vous pouvez avoir. Voyez-vous, les latences, c'est tellement long, là. On dit, ben voyons si ça n'a pas de sens. C'est un artefact, là. OK? Fait qu'ici, là, on a 5, 10, 15, 20, 21, 22 presque, là. OK, 21,7. Puis l'amplitude est de 2,3 millivolts. C'est pas fort, hein? Ça se fait au-dessus de 5 d'habitude. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? En B, reprise à 10 millisecondes par division. Ils ont changé ici la vitesse de la vitesse de balayage. OK? Ils ont fait... Donc, c'est un parfait exemple ici là, de l'impact de la vitesse de balayage, comprendre ces paramètres. On fait habituellement une conduction nerveuse à 2-3 millisecondes par division pour les membres supérieurs. Puis regardez à 5 ici, là. Mon onde commence à apparaître à 21,7. Ça, c'est au poignet, stimulé au poignet, recorded sur l'APB. Parce que c'est un nerf médium. Alors, si on garde la vitesse de conduction, pas la vitesse de conduction, la vitesse d'enregistrement, le sweep speed, on garde ça à 5, ben, rendu au coude, ça va sortir ici, ça va être en dehors de l'écran, hein? Mon écran, là, a fini ici, là. Oups.
Alors, si je garde la même sweep, ben mon autre ongle, là, elle va passer de même, là, puis elle va être ici. Fait qu'on la voit pas, elle est en dehors de l'écran. Okay, c'est pour ça, là, faut tout le principe, là, de comprendre ce qu'on fait, puis de voir comment est-ce qu'on peut avoir des ondes, hein? Enregistrer nos ondes, parce que ça, c'est votre travail, vous, c'est de les enregistrer pour les montrer au médecin. OK? Je vais baisser ça un petit peu, là, comme ça. Donc, ici, en B, on a fait la conduction nerveuse, dont ils ont changé la vitesse de balayage, le sweep. Ils l'ont mis à 5, à 10. OK, 5, excusez, 10 c'est ici. Donc, on est à 10, 20, 21, hein, fait que c'est notre ongle. Puis là, ils ont été capables de voir sur l'écran celle qui a été faite en stimulation proximale. OK? Puis on voit là, on perd d'amplitude. En Guillain-Barré, plus on va proximal dans l'étude, plus les ondes ils vont avoir tendance à être petites, hein, parce que puis quand ça commence à récupérer comme il faut, ben là, on va voir là, la récupération qui va se faire en région proximale en premier. OK, donc après ça, qu'est-ce qu'on a ici? En C, c'est le nerf cubital. Avec notre vitesse de balayage à 10 millisecondes par division. Donc, au poignet, on a une latence de 21,7. Je suis un petit peu ralenti. Puis, regardez la forme de l'onde. Tu sais, quand on parle de dispersion, tout ça, là, c'est ça. Puis, la vitesse de conduction, il a mesuré sous coude poignet 11 mètres par seconde. Puis, la vitesse de conduction, ben, ils peuvent pas la mesurer ici, non? Okay, ils ont pris une mesure, là, mais écoutez, on peut pas mesurer ça, là. C'est 3 millisecondes par division. Donc, ça, c'est dans Fournier. Vous pouvez aller voir, là, il y a plus d'informations, là. Mais c'est pour vous donner ici un aperçu visuel, là, des ondes, qu'est-ce que ça peut avoir là, avoir l'air quand que vraiment, là, c'est grave, OK? Ça peut avoir l'air de ça. On va continuer. Donc, Maria avait fait ici, il y avait un tableau, c'est dans Shapiro, ça, là. Alors, vous avez le portrait électrophysiologique pour une polyneuropathie démyélinisante. Okay? Puis, j'ai mis en français là, le résumé. Donc, on fait l'étude dans au moins 3 membres. Dans au moins, qu'est-ce que j'ai écrit? Dans au moins 3 membres, on trouve les latences distales des CIMAP qui sont prolongées à des valeurs d'au moins 115% de leur valeur normale, si les amplitudes sont normales. Les latences distales des CIMAP sont prolongées à des valeurs d'au moins 125% de leur valeur normale, si les amplitudes sont anormales. Donc, si les amplitudes sont anormales, ben, la latence va être encore plus anormale. Si l'amplitude de l'onde est normale, ben, la latence, ça va être plus normale. OK? Les latences distales prolongées marquées, en gros, c'est ce qu'on retrouve, le tout dans des sites où habituellement il n'y a pas de compression. On va avoir des vitesses de conduction ralenties de 80 à 90% dans plusieurs nerfs. OK? Et puis, on va les retrouver aussi, c'est pas dans des sites où il peut y avoir des compressions. Ce que je veux dire, c'est les vitesses de conduction vont être ralenties dans plusieurs nerfs, puis pas nécessairement, hein, pas nécessairement dans des sites où il peut y avoir compression. Donc, ça peut être n'importe où. N'importe où. N'importe où. OK? Ça peut être dans les sites où il y a des compressions, mais c'est pas nécessairement là. Les ondes F prolongées ou absentes, onde F prolongée, absente, onde F et onde H, on va les ajouter, prolongées ou absentes. Des blocs de conduction dans plusieurs nerfs, proximaux, distaux, puis des dispersions et allongements des CIMAP. Grosso modo, là, c'est ça qu'on a.
Vous avez ici un autre tableau de quand on parle de dispersion temporelle. Fait que c'est ça ici, là. La dispersion temporelle. Vous avez ça, non? Ça ressemble à ça. OK? Regardez, là, ici, là, le gain. Pas le gain, le sweep speed, là. À 2 millisecondes, on voyait pas ces ongles-là ici, parce que les latences sont tellement longues. Donc, il faut toujours vérifier, hein, ces paramètres d'enregistrement. En EMG, ça, Maria, elle avait trouvé ça, c'est dans Fournier. Il va avoir un manque de fibres nerveuses fonctionnelles, syndrome neurogène, ce qu'on a vu la semaine passée, et puis au niveau des muscles trapèzes et deltoïdes, plus en proximal qu'ils vont voir. Après ça, j'ai ici à la phase de plateau. Donc ça, c'est 2 à 3 semaines suivant le début de la maladie. OK? Ralentissement multifocaux. Les ralentissements sont marqués de vitesse de conduction motrice. Ralentissement multifocaux. Marqué des... Ouais, c'est ça. Ralentissement multifocaux des vitesses de conduction. Donc, les vitesses de conduction, c'est quand même assez évident, là. Je vais l'écrire ici. Je vais vous remettre le PowerPoint dessus. OK? Ralentissement marqué. Hein? C'est un ralentissement, c'est masculin. OK. On va avoir aussi en région proximale un ralentissement des vitesses de conduction proximales, VP, ça c'est proximal, des réponses F et H. En région distale, on va avoir allongement des latences distales motrices, donc des ralentissements de latence. Hein. On va avoir dispersion temporelle des potentiels avec réduction des amplitudes. La dispersion temporelle, comme on a vu tantôt, là, c'est des ongles là, qui ont l'air de ça, là. OK? Dispersion temporelle. On va avoir altération des potentiels sensibles. Donc, quand c'est en phase plateau, là, les potentiels sensibles commencent à être affectés. C'est plus marqué au niveau des membres supérieurs. Puis, les signes de dégénérescence axonale, donc des baisses d'amplitude, manque d'axone, les amplitudes vont baisser. Donc, baisse d'amplitude des réponses, avec un S motrice, distale, puis l'amplitude, la baisse d'amplitude, c'est de façon transitoire, de façon transitoire ou persistante. Bon, j'ai perdu ma page. Persistante. Si on a ça, si ça persiste, c'est mauvais pronostic. Okay? Si après là, la phase de plateau, là, donc on arrive 2 à 3 semaines suivant la maladie, il y en a un qui dit jusqu'à 5 semaines. Donc, si on a des signes de dégénérescence axonale avec une persistance là, des amplitudes, ben c'est pas un très bon signe. D'accord? Ça, c'est le médecin qui décide ça. Mais vous, votre travail, c'est de les enregistrer, puis de vous assurer que vous avez les maximums d'amplitude, puis que vous avez des calculs précis pour vos vitesses de conduction, placer les curseurs, ajuster les paramètres, là, le gain, ajuster le sweep speed, ça c'est votre travail, de bien les enregistrer. Durant la phase de récupération, donc ça fait un petit bout de temps qu'il l'a eu, ça va mieux, lever des blocs de conduction en quelques semaines, OK? Fait que lever des blocs de conduction, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, les blocs de conduction, retour à la normale, right? Retour à la normale. Donc, on va avoir moins de blocs de conduction. L'élévation des amplitudes, donc les amplitudes remontent, là, ça revient à la normale. La régression des ralentissements de conduction est tardive, en retard de plusieurs mois sur la dispersion des blocs et l'amélioration clinique. Donc, la régression des ralentissements. Les vitesses de conduction, ça va prendre plus de temps. J'aurais peut-être vous l'écrire ici, comme ça. OK? Les vitesses de conduction prennent plus de temps à se normaliser. OK? C'est à cause de la repousse des nerfs et de la myéline. Ça va? Fait que là, la myéline se reforme, hein, ça prend quand même un bout de temps.
Fait que c'est à cause de ça. Dans les formes purement démyélinisantes, la récupération est complète. Dans les formes avec perte axonale, les formes démyélinisantes, les formes avec perte axonale, la récupération est lente et parfois incomplète. Okay? Ça, c'est le médecin encore qui fait ça, mais c'est à titre de renseignement ici. J'en ai un autre. Vous avez ici un Guillain-Barré en phase acute, là, sévère. Là. Okay? Donc, on voit ici les amplitudes, hein, comme on a vu tantôt, là, les latences, etc. Puis ici, ça, c'est dans sa phase de récupération. Fait que ça revient. Okay. Regardez la distance latente. La lateral distal latency, la passé de 12.9 à 4.9. 12.9, c'est là. Fait que le patient, il est faible. C'est sûr qu'il va arriver, puis il est faible. Puis, dans les cas sévères, il faut qu'il soit hospitalisé parce que ça affecte tous les nerfs. Donc, ça va affecter les nerfs là, qui contrôlent le diaphragme. Le patient est plus capable de respirer. Vous avez un autre exemple ici. The motor nerve conduction in right upper limb revealing reduced amplitude in the median and ulnar nerve with temporal dispersion in the ulnar nerve. Median, ulnar, fait qu'on voit là de la dispersion. Encore la dispersion en région proximale. Puis ici. On a un petit peu dans le médian aussi, là, mais on a plus une réduction d'amplitude, mais ça commence, il y a quand même une petite dispersion ici. Right median nerve was stimulated at the wrist, elbow and mid-arm. Et puis, ulnar nerve, stimulated below elbow, wrist, below elbow and mid-arm. Ça, c'est le portrait de ce que vous avez. D'un patient qui a un Guillain-Barré. On en a un autre ici, dans Common Peroneal, puis ici posterior tibial. Regardez là, ça c'est la stimulation à la cheville, l'enregistrement sur l'abducteur hallucis. Puis regardez qu'est-ce que ça a l'air ici au niveau en arrière du coude au creux poplité. Dispersion évidente, hein? Un bloc de conduction, une chute d'amplitude, démyélinisation, puis vous avez la même chose ici. Puis là, c'est un point de compression ici, là. Fait que c'est encore pire. Non? Un beau portrait ici d'une neuropathie, polyneuropathie démyélinisante. On en a un autre ici. Okay. Vous avez d'autres. On a des chutes d'amplitude. Non? Ouais, là, c'est les chutes d'amplitude. Puis ici, on a quand même, la forme est affectée, hein? Démyélinisation, puis dispersion du signal. Okay. Voilà. Donc, ça, c'est pour notre Guillain-Barré. La forme axonale de GBS, parfois, il y a une forme axonale. Si le syndrome est purement axonal et moteur, on parle de Acute Motor Axonal Neuropathy. Si l'atteinte est motrice, sensitive et axonale, on parle de Acute Motor Sensory Axonal. Des formes de Guillain-Barré. On continue. Donc, le pronostic du Guillain-Barré dépend de la taille de l'amplitude distale. Donc, on avait vu, si la taille de l'amplitude distale est basse au début, le pronostic est moins bon. S'il y a persistance aussi d'amplitude à moins de 20%, à 20% de 3 à 5 semaines après le diagnostic. De 3 à 5 semaines après le diagnostic, s'il y a persistance d'une amplitude basse à plus de 20%, c'est comme multifocale, là, ben ça va être, ça c'est pas un bon pronostic, puis la récupération va être lente, puis des fois ça, ils récupèrent pas comme il faut. On leur donne des, c'est quoi le médicament, immunoglobuline, IgG, je pense que ça s'appelle là. Les médecins pourraient vous en parler. Vous allez voir dans les notes de cours, mais pour vous, ce qui est important, c'est de faire des enregistrements qui ont de l'allure. On va parler un petit peu de la maladie de Lyme, qui tire son nom de la ville de Lyme, au USA, où elle a été, pour la première fois, elle a été première fois suspectée, ou elle a pour la première fois été suspectée vers 1975. La maladie de Lyme, c'est causée, je vais mettre le point ici, là. J'ai vu regarder ce matin, mais j'ai pas vu ça. Elle est causée par une bactérie qui se transmet par la piqûre d'une tique infectée. OK, je vais mettre ça en petit de même. Voilà. On va faire un petit peu plus de... Oh!
C'est ça comme c'était. Bon. Au Canada, les tiques qui peuvent transmettre la maladie de Lyme se trouvent dans les régions du sud du Manitoba, de l'Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique, ainsi que dans certaines régions du Nouveau-Brunswick. Ok, je vais mettre ça de même, puis je veux qu'on voit les bébites comme il faut. Voilà, elles sont pas très belles, là. Okay. On en a dans la région ici, hein. Puis c'est dû au changement climatique parce que c'est plus chaud, puis ça s'en vient ça. Les chevreuils, on m'a dit qu'ils transmettent ça. Puis je pense les oies, là, les outardes, là, mais les chevreuils, puis il y a beaucoup de chevreuils. Les chevreuils, ils remontent vers le nord ici. Puis avec la bébite, là, ils apportent ça ici. Les piqûres de tiques sont généralement sans douleur et passent inaperçues. Parce que quand la petite bébite, elle pique, là, elle envoie un genre de venin qui va anesthésier la peau. Puis là, ça rentre, elle va rentrer son dard, puis là, elle va se nourrir, elle va poigner le sang, là, sucer le sang, puis là, elle va venir grosse. Ça vient gros comme un pois, là, comme une bine. Et puis, comme un genre de pois, et puis, c'est ça, c'est pour nourrir ces petits bébés. Pauvre petite. OK, donc on continue. La maladie de Lyme. Les premiers symptômes de la maladie de Lyme apparaissent généralement entre 3 et 30 jours, donc on voit qu'il y a quand même un bon délai, après la piqûre d'une tique infectée. Si vous êtes piqué par une tique, là, il y a une petite chose pour l'enlever, là, mais on peut mettre de la vaseline dessus, puis là, elle va étouffer. Puis là, vous l'enlevez, puis vous la gardez dans un pot, puis vous l'apportez dans un centre, là. Ben, je sais que chez le vétérinaire, c'est ça qu'on fait. On l'apporte chez le vétérinaire. Puis lui peut vérifier si la tique est infectée ou non. OK, les symptômes les plus courants, c'est une rougeur sur la peau à l'endroit de la piqûre. Ce symptôme est présent dans 60 à 80% des cas d'infection. La rougeur s'étend rapidement pour atteindre plus de 5 cm, hein, c'est en diamètre, là, et elle prend l'apparence d'une cible, le centre clair et le contour foncé. Parfois, des rougeurs peuvent aussi apparaître à plusieurs endroits sur le corps. Donc, c'est ça, là. La photo est pas belle, mais il y a comme, voyez-vous, il y a comme un spot, là, ici, un espace clair, puis là, il y a une rougeur. Mais sur Internet, là, sur Google, il y en a plein d'images. D'autres symptômes qui peuvent accompagner la rougeur, c'est de la fièvre, fatigue, maux de tête, raideur de la nuque et des douleurs musculaires. Sans traitement, on a des manifestations rhumatologiques et cardiaques. Donc, c'est sévère. Les manifestations neurologiques, des atteintes polyradiculaires très douloureuses et asymétriques, des atteintes des nerfs crâniens. Les atteintes des nerfs crâniens, elle écrit l'atteinte des nerfs crâniens est fréquente, surtout celle du nerf facial. Hein, le nerf facial va être l'atteinte des nerfs crâniens. Je vais mettre ça comme ça. L'atteinte des nerfs crâniens est fréquente. Au point de vue électrophysiologique, on va avoir des blocs de conduction dispersés ou des pertes axonales motrices et sensitives. OK, donc, un petit peu partout, des blocs de conduction. Diagnostic et traitement, donc on fait une sérologie pour la maladie, pour la Lyme, d'accord, pour confirmer le diagnostic, et le traitement se fait par des antibiotiques. Ensuite, on a des formes polyradiculaires de vascularite, donc inflammation des vaisseaux sanguins, hein, vascularite, puis ça peut faire des formes radiculaires de polyradiculopathie. Ce qui arrive, c'est que si vous avez des vascularites, donc les vaisseaux sanguins un petit peu partout sur le corps, puis qu'ils sont inflammés, donc les parties du corps où ce que les vaisseaux sont inflammés, le sang passe pas bien, les nerfs sont pas nourris. Fait que ça fait c'est multifocal, là, des blocs de conduction étagés. Puis on continue ici. Ensuite, la diphtérie. La diphtérie, c'est une maladie infectieuse, contagieuse. C'est une angine qui se caractérise par la formation de fausses membranes à l'entrée des voies respiratoires. La bacille a la propriété, la bacille est responsable, a la propriété de produire des toxines diphtériques qui, diffusant par la voie sanguine, ont une affinité pour le myocarde, les glandes surrénales et le système nerveux central. Faute d'un diagnostic
précoce. Cela peut entraîner la paralysie, hein, une atteinte du système nerveux central, puis même le décès de la personne qui est infectée. Fait qu'avec des troubles cardiaques, puis atteintes cardiaques et troubles du rythme cardiaque. Électrophysiologie, la toxine diphtérique produit une démyélinisation segmentale. Même tableau que le GPS. Okay? Donc, ça, c'est la fin de notre PowerPoint. Je vais le mettre sur EST. Toujours vous rappeler que votre travail, vous, c'est enregistrer les nerfs, obtenir des belles réponses. Pour plus d'informations, donc aujourd'hui, on regarde ça, puis vous allez voir Fournier, le photocopier qui est dans EST. Donc, on va terminer là-dessus.